Et bonjour à tous, c'est Xiliox. Allez, on fait un nouveau craft and play, principe deck builder. On va faire du deck building très très spécifique dans cette vidéo puisque l'objectif c'était de jouer cette carte, Histoire de Tinuviel. L'Histoire de Tinuviel qui est une carte énergie, une carte qui est difficile à jouer puisque c'est un événement. Et comme action, il y a marqué incliner un personnage d'Holdor pour redresser un personnage du Nodin, ou vice versa. Et après, jusqu'à la fin de la phase, ajouter la volonté imprimée du personnage incliné à la valeur de volonté d'attaque et de défense de l'autre personnage. Donc je me suis dit, cette carte elle est difficile à jouer, ça a l'air plutôt sympa, mais c'est pas évident. Ce qui me pousse à jouer cette carte, je vais pas vous mentir, c'est le dessin qui est complètement improbable. C'est encore du Magali Villeneuve, hein. C'est certainement un Arwen et Aragorn, hein. Cette carte apparemment elle est designée pour jouer avec le héros Arwen et le héros Aragorn, hein. Comment jouer cette carte? Ça a été ma question. Soit on joue avec Arwen et Aragorn, ce qui est jouable, hein. Moi j'ai décidé de faire un petit peu différent puisque je joue en solo. Et en solo, bon Aragorn il est sympa mais il est pas tout le temps passe-partout. Je vous avoue que j'ai vu le mot-clé Dunedain, et Dunedain, je me suis dit comment faire pour jouer Dunedain en solo et essayer de faire un maximum de scénar. Donc j'ai cherché quel Dunedain correspondait le mieux à l'idée de jouer en solo, et directement j'ai pensé à Amartul. Amartul, c'est un héros très polyvalent, puisqu'il a 3 en attaque, 3 en défense, 3 points de vie, et surtout, bon, il a que 10 en menace, hein. Et l'avantage, c'est que dès qu'il est engagé avec un ennemi, il gagne la sphère tactique. Dès qu'il est engagé avec au moins 2 ennemis, à chaque tour, vous allez gagner 2 ressources au lieu d'une ressource. Donc ça, j'ai bien aimé parce que déjà, c'est un bon défenseur de base. Je me suis dit comment optimiser ça avec cette carte. Eh ben, autant prendre les personnages Noldor qui sont les plus puissants. Il y en a 2. Hein, il y en a 2 des personnages Noldor qui sont excessivement puissants en volonté. Vous avez bien évidemment la première. Elle est où? Elle est là, non? Elle est pas par là? Donc la première, bien évidemment, c'est Galadriel, hein. Galadriel, 4 de volonté. Du coup, bah, là, dans ce genre de cas, tac, vous lui faites gagner plus 4 en volonté, 4 en attaque, 4 en défense. Il passe à 5 en volonté, 7 en attaque, 7 en défense, en plus de le redresser, hein. Donc ça peut être vraiment cool, hein. Moi, je vous avoue que je préfère un personnage plus polyvalent que Galadriel, puisque Galadriel, c'est un héros que je joue déjà beaucoup et qui a le malheur de ne pas pouvoir aller en quête. Du coup, je me suis dit, il faut prendre Círdan. Círdan, 4 en volonté, il est déjà ultra polyvalent, il fait piocher beaucoup. Donc, je pense que pour une base de cette combo, c'était très intéressant. Donc, moi, j'ai mis directement 3 histoires de Tinuviel. Voilà, et à partir de là, je me suis dit, quitte à être dans le délire de Magali Villeneuve, autant jouer cette carte. Le beau et périlleux, quoi. Toujours une Magali Villeneuve, elle a pour effet cette carte, c'est un événement action, hein. Vous pouvez choisir un personnage Noldor ou Sylvain, et jusqu'à la fin de la phase, vous pouvez ajouter sa volonté à l'attaque du personnage, ce qui ferait passer l'attaque du personnage, Círdan, ça ferait passer son attaque à 6. Donc, partant de là, je me suis dit comment optimiser ces 2 cartes dans un deck pour jouer avec des personnages. Il va falloir de la volonté. Pour réussir les quêtes, il faut de la volonté. Donc je me suis dit, il faut chercher tous les attachements qui vont buffer la volonté de Círdan. Du coup, malheureusement, la volonté de Círdan, même améliorée, ne bénéficiera pas à cette carte, mais bénéficiera à celle-là. Parce que si vous arrivez à faire monter à 6, 7, 8, 9 de volonté Círdan, vous pouvez jouer beau et périlleux pour lui faire gagner beaucoup de volonté. Donc j'ai cherché comment est-ce qu'on monte la volonté d'un personnage. La première solution que j'ai trouvée, c'est bien évidemment dans les attachements. Premier attachement, si jamais, le plus simple, hein, bien évidemment, c'est cette carte-là, la pierre de Célébriand qui augmente de 2 la volonté d'un personnage. Donc ça c'est très rapide, ça s'attache à n'importe quel héros, vous passez la volonté de Círdan à 6, c'est déjà super fort. Il ne faut pas s'arrêter là, moi j'ai aussi rajouté Winfola,
qui va augmenter de 2 la volonté de 1 la volonté de Círdan. Du coup, on passe à 7 de volonté, hein, c'est déjà super fort. C'est restreint, pardon, hein, mais on peut pas mettre 200 attachements. Donc déjà, on passerait à 7 de volonté, c'est déjà une bonne base. Et après, bien évidemment, si jamais on a beaucoup d'ennemis engagés contre nous, autant c'est ressortir cette carte qui est assez difficile à jouer, qui s'attache à un Dunedain ou à un Noldor. Elle n'est pas restreinte, hein, donc ça veut dire qu'on peut la mettre à plusieurs personnages hein, différents, mais on peut en mettre qu'une seule par héros. Et tant que cette carte elle est attachée à un personnage, il gagne plus en volonté si vous êtes engagé au combat avec au moins un ennemi. Et c'est exactement la mécanique qu'on va chercher dans ce deck. Du coup, grâce à cette petite combo déjà, Círdan, il a 8 en volonté, quoi. 8 en volonté, c'est vraiment déjà d'une super sympa. Mais je suis allé un peu plus loin. Je me suis dit comment faire encore aller plus loin la volonté de Círdan. Je me suis dit autant jouer Helfhelm. Helfhelm qui va avoir pour effet de donner plus 1 en volonté à Círdan s'il a une monture. Et comme Winfola est une monture, eh ben ça va faire passer la volonté de Círdan à 9. 9 en volonté, c'est cool. Surtout, si vous jouez Beau et Périlleux, vous allez rajouter plus 9 à la valeur d'attaque de Círdan. Je l'ai déjà fait. Et c'est vraiment super sympa de passer à 11 d'attaque avec Círdan hein, pour tuer un ennemi, un ennemi unique par exemple. 11 en attaque, c'est vraiment super cool. Hein. Une fois que vous y avez goûté une fois, on a trop envie de refaire. Après, bien évidemment, il faut rajouter inévitablement, moi je rajoute toujours 3 lumières de Valinor parce que ça nous permettra de ne pas l'engager pour aller en quête et du coup derrière on pourra jouer plus facilement les histoires de Tinuviel. Donc tout ça, c'est que les attachements destinés à Círdan, donc 2 broches étoilées, 2 pierres de Celebrian, 2 Winfola, 3 lumières de Valinor, tout ça, c'est que les attachements destinés à ce petit loup. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a les autres attachements destinés aux autres personnages il faut, quitte à jouer Helfhelm, après il faut des montures. Hein. Donc moi, comme monture pour Helfhelm, j'ai de suite pensé à Nivacrin, qui s'attache uniquement à un personnage, soit Rohan, et c'est le cas, soit un Rohan. Et l'avantage c'est que quand on fait un succès de 4, on peut redresser ce personnage. Et vu les stats très équilibrés d'Helfhelm, ça nous permettra d'aller en quête et de le redresser si on fait un succès de quête. Au passage, on pourra récupérer une broche étoilée dès qu'on l'aura mis Círdan. Hein, on pourra aussi la mettre à Helfhelm. Et du coup, étant donné qu'il aura une monture, il gagnera plus 1 en défense. Et moi, je me suis dit comment lui faire gagner plus 1 en volonté. Eh ben, on n'a qu'à lui mettre un champ du voyage. Parce qu'un champ du voyage, ça lui fait gagner la sphère énergie. Et du coup, il va aussi gagner plus 1 en volonté. Du coup, il va passer à 3 en volonté, 4 en volonté avec cette carte. Ce personnage, il quête à 9. Ce personnage, il quête à 4. Ça fait déjà une volonté énorme. Donc ça, voilà, ça c'est les combos de base. Pour ce personnage, j'ai pensé bien évidemment à comme monture des destriers bardés, hein, ça lui permet de se redresser, d'enlever les cartes d'ombre et de défendre du coup énormément. Et l'avantage c'est qu'on peut lui en attacher 2. Comme il est commandement, il va gagner plus en défense grâce à l'effet d'Helfhelm, mais du coup il défendra 2 bases à 4. C'est déjà un bon défenseur, surtout si vous arrivez à défendre beaucoup de fois. Les autres attachements, j'ai mis des avertissements des Dunedains parce que ça permet d'augmenter la défense de Amartul au cas où si vous n'arrivez pas à piocher les autres cartes. Un courage inattendu parce que ça peut servir soit sur Amartul si vous avez besoin de plus de défense, soit sur Helfhelm si vous avez besoin de plus d'attaque, soit tout simplement sur Círdan si vous avez besoin de faire des tonnes et des tonnes d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai rajouté après comme attachement? Eh ben, il faut rajouter toujours un petit peu de remède, hein, parce que malheureusement dans ces 2 sphères, il n'y a qu'une seule carte qui peut permettre de soigner, c'est le remède des Dunedains. Vous allez voir, on gagne quand même beaucoup de ressources. Au cas où si on ne gagne pas beaucoup de ressources pour aider au lancement, étant donné qu'on a 2 personnages commandement, c'est très sympa de mettre un intendant du Gondor, parce que dès le premier tour vous pouvez le jouer, et dès le premier tour vous pouvez utiliser son effet, donc c'est intéressant. Moi je l'ai mis que 2 fois, hein. Vous pouvez le mettre 3 fois si vous êtes vraiment amoureux de cette carte. Le problème c'est que comme on la joue déjà dans beaucoup de decks, c'est pénible de la mettre encore et encore. Et après j'ai joué cette nouvelle carte qui vient de sortir dans le cycle 8, hein, le 3e paquet du cycle 8, c'est surclassé. C'est complètement dans la mécanique du Dunedain, c'est un piège
piège qu'on attache à sa zone de jeu. Et quand le premier ennemi que vous allez engager, en général c'est ce que vous engagez volontairement, hein, et que vous allez vouloir garder, et ben cet ennemi, à chaque fois que vous allez défendre contre lui, vous allez redresser le personnage qui a défendu. Ça c'est super parce que ça vous donne quelque part un défenseur gratos. Donc ça c'est vraiment cool. Je l'ai essayé, c'est vraiment génial. Voilà, donc ça c'est la base du deck, centré uniquement sur les héros et les attachements qui se collent aux héros. Maintenant il faut se poser la question, hein, c'est la troisième partie de ce deck building, c'est quel allié je vais mettre. Donc on va un petit peu mettre de côté tous les attachements ici, hop, et les héros. Ici. Donc malheureusement, première chose à laquelle on pense, hein, si jamais on joue Elfhelm, moi la première chose que j'ai pensé, c'est de jouer l'étalon sauvage. L'étalon sauvage qui est une de ces nouvelles créatures, mais qui s'attache comme un attachement monture à un allié. Du coup, je me suis dit, génial, mes alliés, je vais pouvoir les buffer avec Elfhelm. Malheureusement, il est bien marqué sur Elfhelm, je ne sais pas s'ils y avaient pensé ou quoi, c'est que les héros qui bénéficient de son effet. Donc si jamais vous attachez la monture à un allié, il ne va pas gagner en fonction des différentes sphères qu'il a, il ne va pas pouvoir gagner des bonus, donc c'est dommage, mais l'étalon sauvage, je ne le joue pas dans ce deck. Et en plus, le deuxième effet, c'est qu'en général, on joue des cartes pour tutorer, c'est-à-dire pour aller chercher les montures, et comme lui c'est une créature, on ne pourra même pas aller le chercher dans le deck avec les cartes exprès pour aller chercher les montures. Allez, voilà, tout ça c'était les attachements, donc vous voyez un petit peu les combos de base du deck. Donc toutes ces cartes, hein, vous l'avez vu, c'est des cartes qui coûtent vraiment pas cher, hein, c'est 1 ou 2. Et du coup, ça permet, même si on joue en bisphère et qu'on n'a pas toujours les bonnes ressources, on va pouvoir très rapidement jouer toutes ces cartes. Donc ça, c'est vraiment les événements, quand on les a, je vous préviens, c'est la fête. Maintenant, l'idée, c'est, pour gagner, et si jamais on n'a pas toutes ces cartes, il faut quand même accélérer le jeu dans sa vitesse de réalisation, et pour ça en général on met des alliés. Donc moi les alliés que je mets souvent, lui je le mets en un exemplaire, c'est le réfugié Sylvain, il permet d'aller très tôt, très vite en quête et d'avoir quelqu'un à sacrifier au cas où si ça tourne mal. De la même façon, j'ai mis une éleveuse de l'Westfold, ça nous permet d'aller chercher des montures tout en ajoutant un de volonté si on a besoin d'un peu plus de quête. Et pour un, ça nous permet de faire un allié facile à sacrifier si jamais on n'en a pas besoin. Ensuite, j'ai mis 2 Arwen. Arwen, c'est une super carte, elle est très forte. Elle va à la fois buffer Amartul en lui donnant plusieurs en défense, et en plus, elle augmente de 2 la quête. Donc ça, c'est des cartes qui sont très très fortes. Et après, j'ai mis ce qu'on appelle le package du Nedin, en quelque sorte. Hein. C'est les défenseurs de l'Arnor qui sont là pour défendre très très fort. Hein. Ils défendent à 1 de base. Mais si jamais il y a des ennemis qui sont engagés avec vous, ils vont augmenter leur valeur de défense. Donc c'est vraiment très 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 fort. Il y a Albarad qui va être un allié qui est très très polyvalent et dont le coût va baisser pour chaque ennemi engagé avec vous. Donc très vite vous pouvez le sortir pour assez peu cher. Le problème dans ce deck c'est que ça manque d'attaque. Donc j'ai mis 3 archers de Fornost qu'il va falloir malheureusement... on ne pourra les sortir que en les payant avec la ressource de Amartul, puisque c'est le seul à avoir la sphère tactique dans ce deck. Donc ça présente un des problèmes du deck. Et après, bon, moi j'ai mis cela parce que pour 2, les gardes d'Andras, ça vous permet d'avoir un en quête. Ils peuvent défendre à 1, c'est anecdotique, mais ça peut toujours dépanner. Et surtout, ils font comment ça s'appelle, une feinte. Le tour où ils arrivent, vous choisissez un ennemi qui est engagé avec vous. C'est un ennemi non unique, hein, malheureusement. Et cet ennemi, il ne pourra pas déclencher d'attaque ce tour-ci. Voilà, là je crois que je vous ai présenté à peu près tous les alliés. Après j'en ai rajouté quelques-uns parce que malheureusement il n'y avait pas assez d'alliés là. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 alliés. C'est vraiment très 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 peu. Moi j'ai rajouté un garde d'honneur parce que il a 3 points de vie, donc il peut encaisser beaucoup d'archerie. Et puis son effet est vraiment très très fort, normal. Hein, en réponse, dès qu'il y a quelqu'un qui subit un dégât, on peut l'annuler en l'inclinant le garde d'honneur. Et si jamais on est en vaillance, on peut l'incliner et le défausser pour annuler jusqu'à 5 points de dégâts, tout juste infligé à un personnage. C'est 2 effets qui sont vraiment très forts. Je me suis dit une fois, ça mange pas de pain. Et à chaque fois que je le joue, je l'adore et je me demande comment en rentrer plus. C'est le seul problème, c'est comment en rentrer plus. Alors, il nous reste 2 choses à voir. Là, on a à peu près tous les alliés. Le problème, c'est que vous l'avez vu, il y a certaines cartes ici qui sont uniques.
Par exemple, les destriers, il y en a 3. Bon, bah, si jamais on en a déjà 2 ou qu'on peut pas les payer parce que ça sert à rien, on aimerait bien pouvoir les défausser. Pareil pour l'intendant du Gondor, les lumières de Valinor, Winfola, la pierre de Celebrian. Tout ça, c'est des attachements qui sont uniques. Donc, quand on les a dans la main, c'est pénible. Du coup, moi, j'ai rajouté aussi Erestor, qui est un super personnage parce que bah, déjà il a 2 en volonté, donc il va vous permettre d'aller plus facilement en quête. Et en plus, son action ne lui demande pas de s'incliner, donc vous pouvez le faire tous les tours, même si vous vous en servez pour aller en quête. Et comme il a 3 points de vie, vous pouvez à la fois absorber des dégâts d'archerie et à la fois tenter une petite défense qui sera rendue peut-être plus safe si vous avez le garde d'Arnor, parce qu'il pourra absorber un point de dégâts. Tout ça, ça marche, hein. Et après, je vous rappelle que comme c'est un Noldor et que eux, c'est tous des Dunedains, l'histoire de Tinuviel, vous pouvez aussi le faire avec tous ces personnages, hein. Vous pouvez très bien incliner Erestor pour faire gagner 2 en défense, 2 en attaque et 2 en volonté à n'importe quel Dunedain ou même à Martul, hein. C'est des personnages, hein. Vous faites ce que vous voulez dans ce deck, hein. Il n'y a que des Noldor et des Dunedains. Du coup, vous inclinez qui vous voulez à part ces 3-là et vous pouvez faire toutes les combos avec tous les autres personnages du deck. Donc vous verrez que l'histoire de Tinuviel est très sympa parce que ça permet d'avoir de la détape avec les personnages qu'on veut tout en ayant du boost. Voilà, après bah, c'est un peu les dernières cartes que j'ai rajoutées, hein. C'est des événements qui sont un peu le package de base d'un deck standard, hein. Donc je vais juste ranger les alliés. On va passer à la dernière partie, les événements. Donc les événements, hein, c'est comme dans pratiquement tous les decks, c'est surtout des utilitaires pour compenser les défauts du deck. Alors les défauts du deck, le premier c'est si jamais on engage trop tôt, parce qu'on est quand même très haut en volonté, on est à, pas en volonté, en menace, on commence déjà à 32 de menace, hein. Donc 32 de menace, c'est costaud, hein. N'allez pas faire le premier scénario là où vous engagez les 4 trolls au premier tour, parce que bon, je vous dis, c'est pas jouable, hein. Donc on va quand même mettre des feintes. Parce que les feintes, ça vous permet, si vous êtes dans une situation compliquée, de les jouer. Je vous rappelle que dès qu'Amartul engage un ennemi, hein, il gagne la sphère tactique. Si vous avez une ressource sur lui, directement, vous pouvez jouer une feinte pour pas que l'ennemi attaque contre vous. Donc ça, c'est une carte qui est utile. Je l'ai mis 2 fois. Les tester sa volonté, c'est toujours sympa de les avoir. Moi, je vous avoue que bah, j'en ai mis que 2 parce que déjà, bah, j'en ai un peu marre de les jouer, hein, faut pas se mentir. Et en plus, avec Círdan, je garde jamais de ressources pour le payer, donc souvent, quand j'en ai besoin, je peux pas le payer. Ensuite, j'ai mis 2 conseils d'Elrond parce que ça permet de baisser la menace. Hein, ça évite de perdre la game parce qu'on est à 50 de menace. Et souvent, ça nous donne le petit bonus de volonté dont on a besoin pour explorer un lieu ou pour passer une quête au bon moment. Et enfin, hein, comme dans tous mes decks, j'ai mis 3 lumières elfiques parce que moi j'adore piocher. Que ça va complètement comboter avec Círdan parce que vous allez voir au début de chaque tour, vous allez piocher 2 cartes. Du coup, c'est très sympa de jeter les lumières elfiques. Comme ça, vous pouvez payer une ressource pour piocher une carte. Et après, ça va aussi comboter avec Erestor, ici, qui vous permet de défausser une fois par tour, bah, par exemple, une lumière elfique. Une fois qu'elle est au passage, vous piochez une carte quand vous défaussez une carte avec Erestor. Et en plus, quand elle est dans votre défausse, vous pouvez payer une ressource pour rejouer la lumière elfique, la repiocher en piochant une carte au passage. Voilà, donc du coup, il y a un peu de tout dans ce deck, hein. Il y a de la gestion de menaces, de la gestion d'effets une fois révélés, il y a de la pioche. C'est un deck qui est très polyvalent. Là, je viens de faire 2 scénarios, hein. Je vous les posterai, je pense, dans pas longtemps. 2 scénarios du cycle 4 avec des scénarios que moi je jugeais comme assez durs, hein. Mais bon, tout ça, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Voilà, donc ce deck, il fait 52 cartes, je crois. Vous pouvez virer les cartes qui vous plaisent pas et passer sur d'autres cartes, hein. Moi, c'est surtout pour jouer des cartes que j'ai pas l'habitude de jouer. Je pense vraiment au champ, là, hein, ces 2 cartes-là, la histoire de Tinuviel, hein. C'est vraiment une super histoire. Moi, je vous conseille de la lire. Et il y a aussi le Beau et Périlleux, hein. C'est 2 cartes qui sont magnifiques, très sympas à jouer. Quand on les a dans la main, je peux vous dire, ça fait un gros impact sur la game, hein. Même si souvent on se dit ouais c'est un événement, donc ça marche qu'une seule fois. Même si on dit en plus c'est en énergie, donc du coup c'est pénible parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources énergie. À chaque fois que vous jouez cette carte, elles sont vraiment décisives, hein. Ça vous arrache un ennemi, mais d'une violence absurde, quoi. C'est vraiment très très fort. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de présenter ce deck. Je vous posterai, je pense, dans pas très longtemps, les vidéos avec lesquelles j'ai joué ces decks. Je l'ai fait du coup dans au moins 2 scénarios, peut-être 3.
Vous verrez, ça fonctionne plutôt pas mal, hein. Allez, ça m'a fait plaisir. C'était Xiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.